Tout de suite, le JT. Bon début de la semaine, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h30 de la chaîne citoyenne. Dans le cadre de la commémoration des 25 ans d'existence de la Banque des États de l'Afrique centrale, BAC, la caisse de retraite de la dite banque a dépêché une délégation qui séjourna à Béché pour fêter en différé. C'était ce matin. Cette cérémonie festive est lancée en présence des représentants de la Caisse nationale des retraités du Tchad, section du Ouadaï. Les détails de cet événement avec Miss Tangar Victor. Il y a exactement 25 ans, jour pour jour, que la caisse de retraite de la Banque centrale est née pour assurer une retraite décente et digne à tout le personnel de la BAC, Banque des États de l'Afrique centrale. La prise en charge médicale est aussi incluse pour garantir davantage l'autonomie financière durable pour le personnel actif ou ayant valu son droit à la retraite. La mission dépêchée de Yaoundé qui séjourne à Béché dans le cadre de cette commémoration du jubilé d'argent de la CRBC sensibilise également le personnel de cette banque communautaire à saisir cet instrument pour avoir une retraite apaisée. Partir à la retraite reste trop souvent synonyme de précarité en Afrique subsaharienne et surtout dans notre zone. C'est comme si très souvent on est surpris par la retraite. Ça engendre une certaine appréhension de la retraite. Les systèmes publics qui opèrent très souvent par répartition peinent à offrir des pensions suffisantes. Donc la CRBC, qui a été fondée sur le principe de la capitalisation collective, est née pour pallier cette vulnérabilité, surtout pour les agents de la Banque centrale. Ce 25e anniversaire marque non seulement la réussite d'un engagement humain et institutionnel, mais aussi un cadre solide pour une retraite complémentaire garantie, adaptée aux réalités socio-économiques sous-régionales. Il marque un moment de fierté et de projection, a souligné pour sa part le directeur de l'agence de la BAC d'Abéché à l'ouverture de cette commémoration. Ces succès sont le fruit de l'engagement collectif, celui des équipes en charge de la gestion de la caisse, des instances de pilotage, mais aussi de chaque agent actif ou retraité qui a compris l'intérêt de s'inscrire durablement dans ce dispositif. Nous saurions nous reposer sur ces acquis car le contexte économique à l'échelle mondiale comme régionale est marqué par des incertitudes récurrentes, à savoir la volatilité des marchés, l'inflation persistante, le choc exogène et défis budgétaires. Cela nous impose vigilance et adaptation. C'est pourquoi les réformes ont été initiées au cours de ces dernières années pour renforcer la résilience de la CRBC. En cette date commémorative, la Caisse de retraite de la Banque centrale ouvre ipso facto une campagne de sensibilisation dans toutes les agences de la BAC afin d'informer suffisamment le personnel de ce mécanisme moderne de gestion de retraite complémentaire. Plusieurs stands sont donc installés afin de fournir d'amples informations au personnel de la BAC. Et puis le personnel de la BAC, agence d'Abéché et chef-lieu de la province du Ouadaï, bénéficie depuis ce matin d'une formation axée sur le leadership. Une initiative qui vise donc à renforcer la capacité managériale pour un meilleur rendement professionnel. Retrouvons une fois de plus Miss Tangar Victor et Bonda Steve depuis la ville d'Abéché. Dans la salle de conférence de la BAC, agence d'Abéché, une atmosphère studieuse règne. Les cadres et agents de l'institution prennent part à une session de formation dédiée au leadership. Objectif, développer des aptitudes de gestion, de communication et de prise de décision du point de vue personnel et professionnel. Cette initiative répond à une volonté de la direction de l'agence d'accompagner ses agents dans l'amélioration de leurs compétences. Je vous demande d'être vraiment disponible malgré ces contraintes. Je sais que c'est contraignant, mais si on décide, on peut faire le maximum. Je tenais à faire cette formation-là pour compléter un peu ce que les uns et les autres ont fait
à travers diverses occasions que l'ITB a données, diverses occasions que la banque a données dans le cadre de la formation des cadres. Et donc je tenais à faire cette formation-là avant de partir. Le leadership devient aujourd'hui un indicateur et un outil de mesure de performance dans toute organisation. À travers cette formation, le formateur explore avec les participants les 17 lois du leadership qui, selon lui, reposent sur 3 piliers essentiels qui permettront au personnel à mieux gérer une équipe, résoudre les conflits et impulser une dynamique positive au sein de cette institution. Le premier pilier d'un travail d'équipe, c'est la communication. C'est important de comprendre et de retenir que sans la communication, une équipe ne peut se tenir debout. La communication est le premier pilier et les équipes ont besoin de connaissances et de compétences variées. Donc, le second pilier dans une équipe, c'est les compétences. Si on peut communiquer, on a besoin aussi de compétences. Il faut asseoir la communication sur la compétence. Et le troisième pilier de l'équipe, du travail dans une équipe, c'est l'engagement. 1, il faut la communication. 2, il faut les compétences. 3, il faut l'engagement. Si on communique, si on a des compétences, mais si les gens ne s'engagent pas, on n'aura pas une équipe. Il faudrait que les gens s'engagent. Donc, il y a 3 ingrédients importants, la communication, la compétence et l'engagement. Cette session est une opportunité de renforcer leurs capacités et d'accroître leur efficacité au travail. Durant 2 jours d'affilée, le formateur déclinera les techniques pratiques qui vont mieux aider les cadres et agents de la BAC, agence d'Abéché, à avoir un esprit de collaboration afin d'atteindre collectivement les objectifs à eux assignés. Merci à nos reporters depuis la ville d'Abéché à Kumbra, chef-lieu de la province du Mandoul. La première session budgétaire du conseil provincial, couplée donc à la formation des conseillers provinciaux, a été officiellement lancée. C'était ce matin. C'est le délégué général du gouvernement auprès de la dite province du Mandoul qui a donc donné le coup d'envoi. Retrouvons notre correspondant en Konoïtiri Madita depuis Kumbra. Cette cérémonie d'ouverture de la première session budgétaire du Conseil provincial du Mandoul a vu la présence de la sénatrice du Mandoul, des autorités administratives, coutumières, traditionnelles, les chefs de services techniques de l'État, les leaders religieux, les responsables des ONG et associations, les opérateurs économiques, ainsi que les jeunes, sortis massivement pour la circonstance. Dans ces mots de bienvenue, le président du conseil provincial du Mandoul, Milé Ramba Frédéric, a rappelé les événements qui ont conduit le Tchad à la décentralisation. Précise-t-il, la décentralisation qui est aujourd'hui au cœur de la refondation du Tchad ouvre une nouvelle ère à toutes les communautés en vue de forger leur propre développement. Cette forme de gouvernance qui longe ses ramifications jusqu'au niveau des représentations locales est la première du genre au Tchad. Face à cette nouvelle dynamique, l'humilité, l'intelligence de chaque conseiller serait une pierre angulaire du plan d'action pour la bonne marche des activités de la province du Mandoul. 493 millions de nos francs CFA, c'est le montant de la subvention accordée par le gouvernement tchadien pour asseoir l'administration du conseil provincial et de réaliser quelques activités dans la province du Mandoul. Devrait-il situer un processus de la décentralisation incombe la responsabilité de toutes les couches socio-professionnelles, conclut le président du conseil provincial. Officiant ses assises, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Amat Abdallah Fadoul, autorisé par l'article 25 de la loi numéro 14, a convoqué cette première session budgétaire du conseil provincial et estime que cette décentralisation permet de connaître le rôle et la responsabilité de l'État auprès des collectivités autonomes. Le délégué du gouvernement rappelle que les conseillers sont tenus de mettre en place des stratégies pour l'augmentation de l'assiette fiscale dans leur circonscription. Il n'a pas perdu de vue la question de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique, gage d'un développement harmonieux et durable pour toutes les couches socio-professionnelles.
L'informatique, véritable levier de la révolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication indique, le monde est globalisé grâce à l'Internet à travers les réseaux sociaux. La communication est rapide et mondialisée. Mais derrière cet essor se cache une distinction majeure, celle entre les informaticiens formés et les amateurs. Suivi à ce sujet le reportage de Raïssa Élysée avec le récit de Diana Nepitimbaï. Au cœur de la révolution numérique, l'informatique s'impose comme un outil incontournable dans tous les secteurs de la vie sociale, économique et professionnelle. Toutefois, si elle est devenue accessible à tous, la différence entre un informaticien dûment formé et un amateur reste fondamentale. L'informaticien diplômé a suivi un parcours structuré, jalonné d'enseignements théoriques et pratiques. Un informaticien, c'est un ingénieur qui maîtrise la programmation. Quand je parle de la programmation, la création, le coding, comment créer une application, comment faire du database, comment créer des bases de données, comment créer des sites internet, comment coder. Quand il y a des problèmes sur des réseaux, comment résoudre ces problèmes-là? C'est celui-là ou cette personne-là qu'on appelle informaticien. Cette formation académique lui confère des compétences solides, une méthodologie rigoureuse et une compréhension globale des systèmes informatiques. À l'inverse, l'informaticien non formé s'appuie principalement sur l'auto-apprentissage, l'expérience ou des formations informelles. S'il peut développer une expertise pratique pointue dans certains domaines et maîtrise des outils spécifiques, il demeure parfois limité par une approche empirique. Toute formation de 3 mois, non. Moi, je dirais non. Parce qu'il faut acquérir de l'expérience. Être informaticien, on ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir informaticien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut apprendre beaucoup de choses. Mais celui qui est informaticien, c'est un bagage lourd qu'il a traîné. C'est quelqu'un qui bosse, qui apprend, qui fait des études en fait. Cette absence de socle théorique et méthodologique peut se traduire par un manque de rigueur dans la conception de projets, une moindre capacité d'adaptation à des environnements nouveaux et une difficulté à faire valoir ses compétences dans un cadre professionnel exigeant. Selon l'avis de l'informaticien Tassou Élisée Jacques, le rôle d'un informaticien dans une structure est déterminant. Le rôle de l'informaticien est un peu partagé dans des sociétés. Et il y a des sociétés qui recrutent les informaticiens juste pour la cybercriminalité, pour protéger leurs données à l'interne, pour que quelqu'un de l'extérieur ne puisse pas avoir accès à ce qu'ils ont à l'intérieur. Il y a des informaticiens qui ont pour rôle également d'assurer la sécurité des données. Ils ont pour rôle de linker toutes les machines. Ainsi, si l'autodidacte illustre l'ingéniosité et la curiosité qui caractérisent l'univers numérique, le professionnel formé incarne la stabilité, la méthodologie et la reconnaissance institutionnelle. Ensemble, ils participent à la construction de la société numérique, chacun avec ses forces et ses limites, mais avec un apport indéniable à la transformation du monde contemporain. La suite de l'actualité en société. À présent, le comité de gestion de crise du marché de Dembe-Yafa en point de presse, c'était ce matin au CEFOD. Le président du dit comité, Oumar Mohamed Atounan, dans sa déclaration, il a mis l'accent sur les défis et interpelle donc les autorités sur leur demande de restituer ce marché. On en parle avec Mbainadi Nicolas. Le comité de crise de gestion de l'ancien marché de Dembe a dénoncé avec force la lenteur des autorités à restituer le marché de Dembe. Il y a de cela 30 ans, soit depuis 2012. Après avoir fait l'historique du marché et les démarches entreprises auprès des autorités après la transition, le comité de crise a mené des démarches auprès du Sénat et la CNT, de la mairie de N'Djamena et certains ministères, malgré les directives de l'ancien président Idriss Déby Itno en faveur des commerçants. Avant d'adresser une lettre au président de la République, ils ont demandé à ce qu'on leur propose un site en attendant, ce qui n'a pas été fait. Alors le comité de crise a écrit aussi à la CCAMA, à la Chambre de commerce, au président Idriss Déby Itno, paix à son âme, en 2019, que le marché doit être restitué à ses propriétaires, ce qui n'a pas été fait. Une deuxième lettre a été écrite ou bien adressée au président de la République, maréchal Mamad Idriss Déby Itno. Et c'est le maréchal Mamad Idriss Déby Itno et le maréchal Idriss Déby Itno qui ont suspendu la construction de ce marché. Maintenant, ils ont écrit depuis le 11 septembre mois 2025 à l'ambassadeur Alamay Alina. La lettre a été classée.
Dernièrement, ils ont écrit le 14 7e mois 2025 à M. le maire sous le numéro 1260. Heureusement, ils ont été reçus par M. le maire après avoir saisi l'agence indépendante de lutte contre la corruption qu'il appelle le contrôle d'État. Et le contrôle d'État a directement saisi ou bien informé le maire de la commune de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassan Abdoulaye, qui a aussitôt appelé le comité de crise. Il les a reçus, il les a entendus et il a promis à ce qu'ils fassent quelque chose pour que ces commerçants-là puissent entrer dans leurs droits. Omar Mohamed Atouna a également rappelé que la justice leur avait donné raison et qu'un ex-premier ministre l'avait également rassuré sur leur retour à leur emplacement initial. Une volonté assumée d'obtenir justice en se basant sur les décisions judiciaires et les engagements antérieurs, en lançant un appel solennel aux autorités et particulièrement au président de la République. Le comité montre que la question du marché des démis dépasse le cadre local. Elle touche aux droits des citoyens à retrouver leurs moyens de subsistance et à préserver leur patrimoine économique. Nous repartons donc à Abéché, chef-lieu de la province du Ouadaye. L'accès à l'eau potable révèle d'un véritable parcours du combattant pour la population. Malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires, les Abéchois font face aux difficultés d'approvisionnement en eau potable. Suivez nos reporters depuis Abéché. À Abéché, la survie de la population est caractérisée par une quête permanente d'accès à l'eau potable. Particulier aux sources générées par la société tchadienne d'eau est souvent lié aux revenus des ménages et à leur localisation géographique dans la ville. Malgré l'existence de forages et de quelques châteaux d'eau, la demande dépasse largement l'offre. Le réseau de la STE peine à couvrir toute la ville. Conséquence, la population de nombreux quartiers n'étanche pas régulièrement leur soif. Les différentes sources d'eau qui alimentent la population sont problématiques. Dans le 5e arrondissement, non loin du palais royal de la ville d'Abéché par exemple, il a été construit depuis 2011 un puits qui dessert quelques quartiers de la ville. Mais les conditions dans lesquelles cette eau est conservée et distribuée pour la consommation laissent à désirer. أبشي مشكلة عقب في الخريف ده شيء كي أنا حلا لكن المشكلة أننا نعاني فوق الصيف ده الفوز ب 400 ريال تمرق تفتش بين كل ما تلقاه المي ده حسب كرشي في كرشي وادين دولا يجي المي أنا شاتو ده المي أسل قاعد يشربه لكن كرشي وادين دولا قاعد يجيبوا المي شيء مر قاعد يربطوا لهم مرة بس قاعد يجيبوا لهم المي الأسل لكن كرشي وادين دولا المي مر بس قاعد يشربوا. Face à cette pénurie, certaines familles se tournent vers des puits traditionnels ou des mares temporaires. Des sources d'eau souvent insalubres exposent les consommateurs à des maladies hydriques comme la diarrhée et le choléra qui d'ailleurs sévit dans cette province annoncée il y a peu par le ministère de la Santé publique et de prévention. Du côté des opérateurs économiques de la province, la rareté de l'eau impacte sur leurs activités. C'est le cas de ce gérant d'un hôtel de la place qui déplore cette situation. L'eau est un élément vital. Les clients qui viennent, le client a besoin de se laver, de laver certaines choses. On a besoin de l'eau pour alimenter les chambres, les douches internes. Sans l'eau, ça dégage. Il faut absolument de l'eau. Et maintenant, pour avoir accès à l'eau, c'est pas facile. On est obligé de faire le réserve dans les cubes avant d'alimenter au moins 2 à 3 jours avant que l'eau coule. Généralement, dans certains foyers, l'eau ne coule pas pratiquement. 2 fois dans une semaine, ils laissent l'eau couler 1 à 2 fois. Pendant la saison sèche, on ne parle plus. Au Darwadaï, l'eau reste encore un trésor rare. Entre les efforts du gouvernement et les attentes de la population, la soif continue de dicter le rythme de vie aux Abéchois. La couverture en eau est principalement assurée à 40% par les puits, à 31% par la société tchadienne d'eau via les bornes fontaines et à seulement 19% par le réseau domestique de la STE. Les forages, les cours d'eau et les eaux de pluie complètent respectivement le tableau des sources d'approvisionnement à 3,7%, à 1,2% et à 1,1%. Et puis en santé, la radiologie et l'imagerie médicale, en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire de référence nationale, ont organisé la journée d'imagerie interventionnelle. L'objectif de cette rencontre de 3 jours est de réaliser sur place
Des gestes percutanés essentiels par manque de plateau technique pour les gestes endovasculaires. Former donc les médecins aux techniques de base et de poser la première pierre d'un service national de la radiologie. On fait donc le point avec Roselyne Ndiékourbois. Première, au Tchad, soigner autrement sans chirurgie lourde est la mission de la radiologie interventionnelle. La radiologie diagnostique a révolutionné la médecine moderne. Selon les cardiologues, grâce à la radiologie, l'échographie, le scanner permet de voir à l'intérieur du corps sans opérer. Dr Medila Moussa Ali explique l'objectif spécifique de cette mission. Cette journée est organisée par la Société tchadienne de radiologie et d'imagerie médicale, en abrégé SOTRIM, en collaboration, n'est-ce pas, avec la Fondation Ferembo et le CHU, n'est-ce pas, référence nationale. Donc cette activité vise non seulement à renforcer les capacités, à donner quelques formations, mais aussi à faire des gestes de base pour aller prélever un tissu et envoyer, n'est-ce pas, à l'ANAPAD pour un diagnostic précis. Cette journée marque une avancée majeure dans la vie des patients, les médecins et les décideurs. La radiologie est connue beaucoup plus pour le diagnostic. Ça veut dire faire un examen pour voir quel est le problème. Donc, en général, c'est ce qu'on connaît de la radiologie. Mais aujourd'hui, la radiologie a évolué. Donc, on peut faire de la radiologie interventionnelle. Ça veut dire qu'on voit le problème. Non seulement on peut peut-être, par exemple, partir prélever un morceau de tissu quand on a un doute, est-ce que c'est un problème malin ou bénin, enfin, est-ce que c'est un cancer ou pas, on peut aller prélever ce geste-là pour faire un examen ANAPAD. Auparavant, il fallait ouvrir carrément le patient pour faire ce geste. Mais là, avec la radiologie interventionnelle, on peut juste faire une petite ponction et faire le prélèvement d'organes pour analyser. Rappelons que cette journée s'étalera sur 3 jours, allant du 25 au 27 août 2025. La radiologie est passée d'un rôle d'observation à un rôle d'action devant un outil de diagnostic et de traitement. Après une semaine de formation à l'École nationale de louanges et de musique Econalom, les formateurs ont procédé à une évaluation hier au studio de Electron Group Media. Le but donc de cette évaluation est d'amener ces enfants à être à la hauteur des attentes. Suivez à ce sujet le reportage des Mosgadimbaï et d'Angar Josiane. L'évaluation a commencé avec une mise en place par les encadreurs et les enfants eux-mêmes. Cette évaluation vise à inculquer ces enfants à la maîtrise des techniques nécessaires en matière de louange et de la musique. Cette première semaine, ces derniers ont bénéficié de connaissances sur 4 modules, à savoir la technique vocale, guitare, solfège, le piano et la batterie. Le début a été un peu, pas facile, mais durant une semaine, ça va. Beaucoup mieux. Quand on m'avait informé que j'allais tenir le micro, j'avais d'abord eu peur. Mais j'ai d'abord prié. Une fois la prière, je me suis levée pour aller prendre le micro. J'avais toujours peur, mais quand j'ai chanté, après la peur a disparu. Donc j'ai tenu jusqu'à la fin. Cette évaluation a permis à ces différents ateliers de découvrir leurs talents spirituels cachés en eux. Et j'ai beaucoup appris selon la Bible et techniquement je suis de l'atelier guitare et j'ai appris aussi d'autres rythmes, surtout les arpèges. Avant je jouais sans les arpèges, mais maintenant grâce à Dieu je joue les arpèges et je rends grâce à Dieu et je remercie aussi beaucoup le groupe Chantre Uni qui a organisé aussi cette école et pour que Dieu les bénisse et pour que ça puisse continuer. Bibliquement, il est mentionné d'instruire l'enfant dès son bas âge, afin que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Fort de ce passage, il est important que les parents laissent leur progéniture apprendre et découvrir le talent qui se cache en eux. Cela pourra les aider dans leur vie spirituelle. Sport pour terminer cette édition, la finale de l'Afrique Basket a opposé ce dimanche la victoire de l'équipe angolaise en Angola. Le vainqueur sur le fil du Cameroun au Mali qui s'est débarrassé donc du Sénégal. Suivez le commentaire de Nodimadi d'Angar Josiane.
Dimanche, après la petite finale, l'Angola a défié le Mali, vainqueur 88 contre 80, du Sénégal avec 23 points de Mahaman Koulibaly. Battu en phase de poule par ce même Sénégal, le Mali a disputé la première finale de son histoire. Child Dundao a été désigné MVP de l'Afro-Basket 2025. Le meneur angolais figure également dans le 5 majeur du tournoi aux côtés de son compatriote Bruno Fernando. Les Maliens, Mahaman Koulibaly et Aliou Diarra, ainsi que du Sénégalais Brankou Badio. Pour compenser les fautes d'Aliou Diarra, les Maliens se sont appuyés sur leur défense. 28 rebonds défensifs, 11 interceptions et 6 contres et leur collectif 23 passes. L'Afro-Basket 2025 pour l'Angola. Les Palanca Negra ont remporté ce dimanche leur 12e titre de championnat d'Afrique de basketball. Ils ont battu le Mali 70 contre 43 lors de la finale disputée à Luanda. L'Angola n'a fait qu'une bouchée du Mali en finale de l'Afro-Basket. Ce dimanche 24 août, les Maliens qui n'avaient jamais disputé de finale dans le tournoi n'ont pu tenir. La sélection angolaise n'a pas pu être la plus belle équipe du tournoi et souffrira sûrement des polémiques arbitrales qui ont entaché sa démission finale remportée de justesse contre le Cameroun. Et puis c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la chaîne citoyenne. Au revoir et Inch'Allah, à demain.